Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord aux organisateurs de me permettre de vous présenter donc, ce dispositif de labellisation. Donc, je suis Caroline Mouton-Muniz, je travaille depuis 6 ans au Centre international d'études pédagogiques. Alors le CIEP, c'est un opérateur public sous la tutelle du ministère de l'Éducation qui articule ses missions autour de 3 axes. La coopération en éducation, la promotion et la diffusion de la langue française et la mobilité internationale des personnes. Donc, je voudrais juste préciser que ce label, c'est une démarche qualité qui n'est pas réservée aux universités, puisque tout centre, alors sous le terme centre, on englobe à la fois des associations, des centres universitaires, comme le Centre universitaire d'études du français de Nice, mais aussi des centres privés. Donc, tous ces centres peuvent candidater à ce label. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter un peu le dispositif, de vous expliquer comment il est encadré, qui l'encadre, pourquoi il a été créé, et après vous présenter le référentiel. Donc le label Qualité FLE, il a été créé en 2007 par décret ministériel, par 3 ministères, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur, qui sont réunis au sein de la commission interministérielle de labellisation qui attribue le label. Donc c'est pas le CIEP, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, qui attribue ce label. Nous, on le gère, on l'a créé, on l'encadre et on instruit les dossiers de candidature auprès de cette commission. Donc il a été créé pour soutenir les politiques de mobilité, soutenir la francophonie, bien sûr, et améliorer l'accueil des apprenants. Je vais utiliser le terme apprenant et plus étudiant, même si les étudiants d'enseignement supérieur sont majoritaires dans les publics qui sont formés en français langue étrangère en France. Mais dans les apprenants, il y a aussi des mineurs et des expatriés qui vont venir suivre des cours de FLE dans le cadre de la formation continue, dans un centre privé d'ailleurs ou dans un centre universitaire et tout autre public. Donc cette commission interministérielle, elle est présidée par le ministère de l'Enseignement supérieur et elle s'appuie aussi sur une deuxième instance qui est le Conseil d'orientation du label, qui est une instance de concertation qui fait des propositions à la commission interministérielle pour améliorer le dispositif et notamment faire évoluer le référentiel. Donc je ne vais pas passer beaucoup de temps sur tout ça, ce conseil d'orientation, juste vous dire qu'il siège bien sûr un représentant de chaque ministère, le CIEP et 12 personnalités, dont Campus France, le HCERS, le Haut Conseil pour l'évaluation de la recherche et l'enseignement supérieur, la Commission des titres d'ingénieur, la DQF, qui est l'association des directeurs des centres universitaires d'études du français, et des représentants des groupements de centres privés. Ensuite, on a aussi un groupe de travail qui est coordonné par le CIEP, au sein duquel sont représentés chaque groupement professionnel, un auditeur, parfois 2, et donc ce groupe de travail, on le réunit régulièrement pour recueillir un peu les retours d'expérience du terrain des centres qui ont été audités, pour faire évoluer le référentiel essentiellement et éventuellement améliorer la promotion de ce label. Il y a ensuite une équipe d'auditeurs et d'auditrices, ils sont 29 exactement, qui sont recrutés, encadrés et formés par le CIEP, qui sont de profils variés, ils interviennent tous dans le domaine de la formation, à 99% dans le domaine du français langue étrangère, des universitaires, mais aussi des personnes qui travaillent dans des centres privés et éventuellement des collègues qui ont fait toute leur carrière dans le réseau culturel à l'étranger, notamment le réseau des instituts français ou des alliances françaises. Donc le label, il est attribué sur la base d'un rapport d'audit. Cet audit, il dure 2 jours et demi. Et les centres donc, doivent préparer un dossier de labellisation et préparer notamment des documents qui sont attendus et qui sont précisés dans le référentiel de labellisation. Donc c'est une démarche qui demande du travail, qui est souvent d'ailleurs critiquée un peu par sa lourdeur. Alors on essaye de l'alléger le plus possible, mais tout ça c'est encadré par la commission interministérielle,
puisque le périmètre, c'est toute l'offre de cours de FLE, mais aussi les services qui y sont éventuellement rattachés. Par exemple, une université, elle va offrir des activités complémentaires en parallèle des cours en présentiel, notamment des formations à distance. Elle va mettre à disposition des étudiants des ressources dans un centre dédié au français langue étrangère ou dans une bibliothèque universitaire qui aura un espace réservé au français langue étrangère. Donc tout ça, ce sera pris en compte dans le référentiel et dans l'audit. Il y a aussi des services annexes comme l'aide à la recherche d'un logement et éventuellement des activités culturelles, sportives, etc. Donc aujourd'hui, on a 109 centres labellisés. Donc ça peut être des associations qui forment essentiellement des publics migrants, des alliances françaises, des centres de FLE qui sont rattachés à des chambres de commerce, des centres privés qui sont majoritaires dans le dispositif. Et vous voyez qu'on a près de 40% de centres labellisés de l'enseignement supérieur, notamment des universités et des grandes écoles. Et on commence à avoir aussi des lycées qui ont des sections internationales, qui veulent se développer à l'international et qui offrent des cours de français langue étrangère. Alors, le référentiel, donc, qui s'articule autour de 5 domaines. Et dans chaque domaine, on va avoir, je vous le montrerai tout à l'heure, 20 critères, avec soit des observations directes, donc on n'attend pas de documents, soit des documents attendus. Alors les documents attendus, ça va être la preuve que le centre respecte bien la réglementation, par exemple les contrats des enseignants, le respect des normes de sécurité, mais ça va être aussi un référentiel de cours, etc. Donc les 5 domaines, c'est le domaine enseignant, donc on va se concentrer sur l'équipe pédagogique, la procédure de recrutement, les qualifications et les compétences de ces enseignants, comment on recrute dans un centre de FLE qui demande à être labellisé. Est-ce qu'on a une vraie procédure de recrutement ou est-ce qu'on va recruter le copain de ma voisine, etc. Non, dans une démarche qualité, on a une procédure de recrutement. Alors dans les universités, elles sont la plupart du temps très formalisées, très encadrées, avec des CV en bonne et due forme. Et après, on a des centres qui, eux, n'ont pas recruté depuis longtemps, donc on les aide à mettre en place une procédure formalisée. On va vérifier qui coordonne aussi l'équipe pédagogique, donc qui évalue la qualité des formations, puisqu'on est toujours dans une démarche qualité. Est-ce que ce coordinateur ou cette coordinatrice, il a bien les compétences? Est-ce qu'il a bien l'expérience en ingénierie de formation ou ingénierie pédagogique? Est-ce qu'il met à jour ses compétences? Est-ce qu'on lui permet de suivre des formations dans le cadre de la formation continue ou de participer à des colloques, des salons, etc. On va aller vérifier s'il y a bien un plan de formation continue pour ces enseignants. Est-ce qu'ils ont la possibilité de monter en compétences quand ils en ont le désir, et parfois quand on le leur demande, puis quand on veut mettre en place une nouvelle offre de cours, et on vérifiera aussi le matériel à disposition des enseignants. Ensuite, on a le domaine formation-enseignement. Donc ça, c'est tout ce qui vérifie la conception des formations. Est-ce que les enseignants s'appuient bien sur un référentiel de cours? Alors, qui dit référentiel de cours ne veut pas dire mettre l'enseignant dans un cadre hyper rigide où on lui impose un contenu de cours, des supports pédagogiques, etc. Un référentiel de cours, ce que demande le label aujourd'hui, c'est d'abord bien sûr qu'il soit calé sur le CECR, puisqu'on tient à parler de niveau CECR, à ce qu'il précise la méthode, l'approche pédagogique qui est attendue, éventuellement les contenus de cours, parce que on forme un public spécifique, notamment dans le cadre du français sur objectifs spécifiques.
on va accueillir des étudiants qui vont intégrer des cursus scientifiques. Donc on va adapter le référentiel de cours à ces demandes et à ces besoins des étudiants. On va vérifier l'organisation et le dispositif d'évaluation. Ça, c'est un point important du label qualité FLE, puisque l'État, puisque c'est un label d'État, considère qu'un apprenant en français langue étrangère qui vient apprendre le français en France, il doit pouvoir, à la fin de sa formation, valider son niveau en français par un test ou un diplôme officiel. Donc ça ne veut pas dire que le centre doit être centre de passation, mais il doit au moins transmettre les informations sur ces tests et diplômes. Et bien sûr, il y a un focus sur le suivi de la qualité des formations. Donc on va vérifier qui vérifie la qualité des formations. Quand on dit vérifier la qualité, ça veut dire vérifier que les apprenants sont satisfaits de leur formation et si les acquis d'apprentissage se font de façon positive, si on ne laisse pas des étudiants sur le bas-côté. Donc ça veut dire éventuellement observer les cours, échanger avec les enseignants, vérifier éventuellement les feuilles de préparation de cours, mais aussi un des outils importants de ce dispositif, c'est le questionnaire de satisfaction qui doit être remis aux étudiants. On doit faire le maximum pour qu'ils le remplissent en ligne ou en présentiel. Et surtout, on doit l'analyser et mettre un plan d'action derrière. Ensuite, il y a 3 domaines donc, qui ne concernent plus la pédagogie. C'est le domaine accueil-accompagnement. C'est toutes les procédures d'inscription, d'accueil, de réclamation des étudiants. Donc je passe un peu plus vite parce que je pense que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Le domaine locaux, sécurité, équipement, donc il va vérifier si les locaux sont bien conformes avec les normes et la réglementation en vigueur, s'il y a bien des procédures en cas de danger et surtout si les locaux sont propres et adaptés à l'enseignement du français langue étrangère, donc s'ils sont équipés correctement. Et en fait, le domaine gestion du centre, où là on vérifiera l'organisation du centre, éventuellement la gestion comptable quand il y en a une, c'est pas toujours le cas dans un établissement d'enseignement supérieur notamment, et la politique d'attractivité, est-ce qu'il y a bien quelqu'un dans le centre qui veille à promouvoir l'offre de cours de FLE de ce centre de FLE. Alors maintenant je vais vous montrer le référentiel. Donc tous ces documents, ils sont en ligne sur le site du label qualité FLE. Donc qu'un centre veuille candidater ou non, s'il veut créer son activité en s'appuyant sur ce référentiel, tous les documents, on est dans le cadre d'une mission de service public, donc tous ces documents sont en ligne sur le site du label. Donc le référentiel, il se présente comme ça. Donc on a 2 documents. On a d'abord la grille d'auto-évaluation. Donc quand un centre candidate au label, on lui demande d'abord de s'auto-évaluer et de vérifier surtout qu'il est bien conforme à tous les critères qui sont identifiés avec un petit C rouge. Donc pour chaque domaine, on a une vingtaine de critères, dont 4 ou 5 critères qui sont obligatoires. Après, le référentiel, quel que soit le statut du centre, le centre pourra se l'approprier, on pourra éventuellement sortir des critères du référentiel, on les mettra non pertinents, notamment pour des universités qui n'organisent pas les observations de cours, qui n'ont pas de procédure d'entretien annuel d'évaluation, ça on le sortira du périmètre. Ou pour d'autres centres qui n'ont pas de formation à distance ou qui n'ont pas de cours spécifiques, ça ce sont des critères qu'on sortira du référentiel. Mais les critères qui sont identifiés avec un petit C rouge, on ne peut pas les sortir du référentiel. Alors, pour le domaine formation, c'est avoir un référentiel de cours, c'est avoir un dispositif d'évaluation, c'est avoir un référentiel de cours calé sur le CECR. Après, pour les enseignants, c'est essentiellement avoir la procédure de recrutement. Ça, c'est obligatoire. Et ensuite, pour l'accueil, les locaux et la gestion, ce sera tout ce qui est obligation légale. Ça, on peut pas le contourner. Il faut avoir des locaux, bien sûr, qui respectent les normes et la réglementation.
et un organigramme fonctionnel qui positionne bien la responsabilité pédagogique. Donc ça, c'est un document où vous voyez qu'il y a le critère et avec à chaque fois les documents attendus. Par exemple ici, la procédure de recrutement pour chacun des critères. Parfois, on n'aura pas de document attendu, ce sera de l'observation directe. Par exemple, aller vérifier la propreté des locaux ou le centre de ressources. Là, il n'y aura pas de document attendu. Ensuite, il y a un deuxième document qui est à disposition des centres. C'est le manuel d'audit, en fait, pour leur permettre de se préparer. C'est un document qui est en ligne à la demande des groupements professionnels depuis 2010, pour qu'il n'y ait pas de surprise, où on leur montre en fait comment on guide l'auditeur dans sa pratique lors de l'audit. Par exemple, pour le critère E1, la procédure de recrutement est formalisée et transparente. Donc les documents attendus, ils sont là. Donc les auditeurs ont pour mission de les vérifier. Et ensuite, le centre voit exactement ce que l'auditeur va aller vérifier. Donc dans la procédure de recrutement, par exemple, il va aller vérifier les statuts, les contrats qui sont proposés, les qualifications qui sont attendues, les diplômes, le niveau de rémunération, etc. Voilà. Donc une dernière précision, pour les audits, les auditeurs fonctionnent en binôme. On envoie 2 auditeurs pour chaque audit. Il y a un auditeur qui est en charge du volet pédagogique, donc des domaines formation et enseignant, et un auditeur qui, lui, sera le principal interlocuteur de la direction du centre avant la mission. C'est-à-dire que c'est lui qui va élaborer le plan de la mission et qui sera en charge des domaines accueil, locaux et gestion. Voilà. Donc je crois que je vais pas m'étendre plus. On n'est pas là, c'est plus du tout de la théorie, c'est vraiment de la pratique, c'est du terrain, c'est de l'accompagnement, et c'est surtout permettre à tous ces centres d'obtenir une meilleure reconnaissance de leur métier, de leur activité, et une meilleure visibilité à l'international, puisque ce label, il est promu dans le réseau culturel à l'international, par le CIEP, mais aussi par les ambassades, par les consulats, les instituts français, les alliances françaises, etc. Voilà. Bonjour. Est-ce que ce label, on peut l'obtenir progressivement ou c'est on l'a ou on l'a pas? Comment ça se passe? Non, c'est on l'a ou on l'a pas. Alors, il est attribué pour une période de 4 ans maximum, mais on peut l'avoir pour une période de 2 ans. Quand la commission estime que le dossier est un peu faible, que les procédures qualité sont récentes, qu'il y a eu que la structure est récente aussi, peut-être qu'elle ne l'accordera que pour 2 années. Et à chaque labellisation, donc tous les 4 ans, on repart à zéro. C'est-à-dire que les auditeurs, aujourd'hui, il y a tout un débat autour de ce point, mais les auditeurs n'ont pas connaissance de l'ancien rapport. Donc ils repartent vierges, entre guillemets, et ça c'est pour permettre au centre aussi de ne pas être stigmatisés parce que lors de l'ancien audit, ils avaient une non-conformité ou ce genre de choses. Là, on repart à zéro, et donc c'est à nouveau un dossier pour l'intégralité du référentiel. Merci. Par rapport au coût, est-ce que ça coûte au centre de demander la labellisation et quel coût? Voilà. Alors, et puis d'autre part, quand on n'a pas la labellisation, est-ce qu'on a le droit de représenter un dossier et dans quel délai? Oui, alors oui, c'est un coût. Le label, il est... on demande en fait au centre qui candidate une participation forfaitaire annuelle à la labellisation qui est indexée au chiffre d'affaires. Alors bien sûr, un établissement d'enseignement public qui n'a pas de chiffre d'affaires, lui, il paiera le minimum, et ça va de 1 600 à 3 750 € par an.
Et ensuite, oui, bien sûr, quand on n'est pas labellisé, on peut candidater. On peut recandidater autant qu'on le souhaite. Alors normalement, la commission demande 1 année pour permettre au centre de s'organiser et de bien étudier le rapport et de se mettre en conformité. C'est un coût annuel ? Oui, c'est un coût annuel, oui. Et donc tous les 4 ans, enfin, le coût est lissé ou bien en fait, quand on recommence une procédure, parce que je suppose que si le label est valable 4 ans, au bout de 4 ans, il faut le redemander, Oui. et donc repartir dans une procédure de labellisation. Oui. Et donc à nouveau réengager les frais. Enfin, oui. Je veux dire, oui. Oui. Alors juste préciser que dans ce tarif, parce que bon, on nous pose bien sûr régulièrement la question. Dans cette participation forfaitaire annuelle est inclus la promotion du centre labellisé. Donc je sais pas si j'ai le temps de le montrer, mais il y a un site qui est dédié au centre labellisé où chaque centre a sa page. Voilà, donc ça c'est un site, il y a 2 entrées en fait. Il y a l'entrée grand public, donc c'est pour les futurs apprenants en français langue étrangère qui cherchent un centre de FLE en France. Par exemple, un étudiant étranger qui veut s'inscrire dans une université, mais qui veut suivre un cours intensif de FLE avant d'intégrer l'université, il va aller vérifier si cette université a un centre labellisé et si elle offre des cours de français. Et ensuite, on a l'entrée professionnelle où là, il y a tout le détail sur le label, son histoire, comment candidater au label, les profils des auditeurs, puisqu'à chaque fois qu'un centre candidate au label, on lui attribue 2 auditeurs. Et avant de confirmer les auditeurs, on s'assure que le centre accepte ces 2 auditeurs, qui n'y voient pas de conflit d'intérêts, etc. Et donc là, sur le site, il y a la carte des centres. Si vous permettez, moi j'avais une petite question, parce que ce matin il était question de dynamique. Est-ce que vous avez, après labellisation, des retours de la part des centres sur les impacts que le processus a engendré sur les apprenants, sur les services, sur les formations elles-mêmes ? Oui, oui, oui. Alors bon, bien sûr, on fait jamais assez. Donc ça, c'est un des volets qu'on essaie d'améliorer le plus possible. Mais oui, en termes de visibilité au sein d'un établissement, bon là, je pense surtout aux universités ou aux écoles d'ingénieurs. J'étais encore la semaine dernière à l'école polytechnique à Palaiseau, qui est labellisée. Et eux me disaient, mais c'est incroyable la visibilité qu'on a obtenue au sein de l'établissement. Et ça, je pense que comme c'est assez général pour tous les centres labellisés, même si certains disent que c'est pas toujours suffisant, mais à l'origine, et ça le président du conseil d'orientation du label le rappelle systématiquement, à l'origine le label quand il a été créé, il a aussi été créé pour mettre un peu en lumière les enseignants en français langue étrangère, qui sont quand même souvent les 5e roues de la charrette des établissements, puisqu'il n'y a pas de CAPES, de FLE, ils sont recrutés sur master. Donc c'est aussi pour valoriser leur métier. Donc ça c'est une remarque qui nous est faite régulièrement. Après les étudiants étrangers, les apprenants pardon, on essaie le plus possible de faire en sorte qu'ils connaissent bien ce label. Bon, il est encore récent ce label, il a que 11 ans, on a fêté ses 10 ans l'année dernière. Donc on travaille beaucoup avec Campus France pour son déploiement et une meilleure visibilité à l'étranger. Mais je crois que oui, et puis bon, enfin moi je sais que je peux, sans polariser mon discours sur mon expérience, avant d'être au CIEP, j'étais en école d'ingénieur, j'étais responsable d'un département de français langue étrangère, et moi je peux dire que d'abord le référentiel, il m'a
aidé à créer le département, parce que ce département, il n'existait pas, on nous avait demandé de le créer, et puis surtout, il nous avait donné une visibilité au sein de l'établissement, et puis on formait des étudiants autres que nos propres étudiants, et donc pour les convaincre de venir dans une école d'ingénieurs apprendre le français langue étrangère, c'était pas simple, donc ce label, il nous aidait aussi à une meilleure promotion de notre activité. Voilà. Après, bon, il évolue, on essaie de faire évoluer le référentiel. Là, on a fait beaucoup de changements ces derniers temps, puisque le label est inscrit à la liste du CNEFOP. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du nouveau décret qui est sorti en 2015 sur la qualité de la formation professionnelle, qui fixe des exigences qualité. Donc on a dû faire des petits aménagements du référentiel. Là aujourd'hui il y a la nouvelle loi sur la liberté de choisir son orientation professionnelle. Bon, bah, le label il évolue aussi en fonction de toutes ces évolutions, de toutes ces nouvelles exigences, de tous ces nouveaux publics aussi, puisque l'apprenant FLE, il est très varié. Il peut être déjà en France, s'il vient dans le cadre de la formation continue, ou venir de l'étranger, s'il est étudiant d'enseignement supérieur, ou un apprenant un peu âgé qui décide à la retraite de venir s'offrir 4 semaines à Nice, par exemple, pour apprendre le français et visiter la région.